problème en Israël, c'est pas un problème de Netanyahou. Le problème en Israël, c'est un problème global. C'est un problème de tout l'apparatus de l'État qu'on doit changer. On doit faire des réformes sur tous les plans. Et des réformes par rapport au monde ultra-orthodoxe pour qu'ils puissent rentrer à l'armée au moins en partie. Et des réformes par rapport à l'armée, que l'armée écoute le gouvernement et pas le contraire. Et des réformes par rapport au système de justice qu'il arrête d'être un système tyrannique. Il faut tout changer. De faire tout le problème sur Netanyahou. J'ai énormément de critiques sur Netanyahou, vous l'avez entendu, mais de faire poser tout le problème sur les épaules fragiles de Netanyahou, je pense pas que c'est la bonne solution. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slaman. Nissim, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Likoud et que ces derniers mois, on vous a surtout vu en uniforme de l'armée israélienne puisque vous étiez pendant près de 4 mois sur les 6 mois réservistes, dont 2 mois à Gaza et au moins 1 mois en Judée-Samarie. Alors, je voudrais avoir votre appréciation en tant que membre du Likoud, en particulier sur ce qui se passe ces derniers jours. Cette décision donc prise apparemment par le gouvernement israélien de retirer les forces israéliennes, la division 98 de la ville de Khan Younes, de céder sur certaines conditions en vue d'un accord qui permettrait la libération des otages. On a le sentiment, dites-moi si je me trompe, mais d'un certain malaise au sein de la population israélienne face à ces dernières mesures, surtout après que apparemment le Hamas ait repoussé ces décisions. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je suis aussi dans un certain malaise, donc ce sentiment est justifié et justifiable. Ce qui se passe, c'est qu'il reste une seule division là-bas dans Gaza, sur le couloir Netzarim, c'est le couloir en fait qui traverse la bande de Gaza de l'est en l'ouest, et qui coupe la bande de Gaza en deux, entre le sud et le nord, et qui empêche la population de revenir vers le nord. Donc quand on n'est pas rentré dans Rafah, on sort les forces de Khan Younes, mais il faut bien comprendre, c'est l'armée qui a voulu sortir les forces de Khan Younes. Ça fait à peu près 2 semaines que l'armée demande au gouvernement de faire sortir cette division qui était dans Khan Younes, et le gouvernement a un peu dit non, on veut que les soldats restent, et au bout du compte, ils sont sortis, ils ont dit on a fini notre travail. Donc quand on voit des tirs qui sortent des endroits d'où ça a été retiré. Donc il y a 2 possibilités pour moi, hein, c'est comme ça que je vois. Ou comme vous l'avez expliqué, c'est une sorte on va dire que le gouvernement, l'armée, l'État se retire et laisse tomber les objectifs de la guerre, sous peut-être pression des Américains, on a énormément de pression des Américains, ou peut-être c'est une feinte. Ça peut être une feinte par rapport à Rafah, de se repréparer pour rentrer à Rafah après, en attendant de voir si le deal avec le Hamas va fonctionner, si on va recevoir des otages ou pas. Et si ça fonctionne pas, on aura le bon prétexte pour rentrer à Rafah. Et la deuxième possibilité, c'est une feinte par rapport à ce qui se passe au nord. Et au niveau de l'armée dit comme quoi elle va être prête après Pessah, plus ou moins. Pessah, un peu après Pessah vers mai, pour attaquer vers le nord, parce qu'on peut pas se permettre que le Hezbollah soit au nord comme le Hamas était au sud. Donc, si c'est une feinte, grâce à Dieu, tout ce que je mangerai, mon chapeau. Si c'est pas une feinte et que c'est vraiment se retirer et se retirer totalement, qu'il n'y a plus de pression militaire à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc, quand on a la pression des Américains qui, au lieu de se faire sur le Hamas, se fait sur Israël. Donc, quand on a un deal qui se prépare, que d'après tout ce qu'on voit et tout ce qu'on nous entend, c'est un deal qui est très mauvais pour Israël et qui va tout simplement faire en sorte qu'on va avoir encore à nouveau des pogroms, kidnappage, attaque militaire, deal, pogrom, kidnappage, attaque militaire, deal. C'est un truc qu'on peut pas vivre avec. Donc, il y a un vrai malaise. Vous avez très bien analysé le malaise. Maintenant, j'espère vraiment que c'est une feinte et qu'au bout du compte, dans 1 mois, 2 mois, je dirais, moi, je mange mon chapeau. Tout ça, c'était une feinte pour pouvoir attaquer le nord, pour pouvoir attaquer Rafah, pour qu'il y ait un deal qu'il faut comme il faut pour Israël. Donc oui, il y a un malaise à l'intérieur du Likoud. Il y a des membres du Likoud qui envoient des lettres en demandant, par exemple, que tout deal avec le Hamas inclut tous les gens qui ont été kidnappés et pas seulement 40. Et pour l'instant, on parle même pas de 40. Le Hamas dit même 40, j'en ai pas. Donc on verra, comme qui dirait, Dieu veut. L'idée, c'est d'avoir de la perspective, et c'est clairement ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure. Faut avoir de la perspective et savoir dire, ok, réfléchissons un peu, regardons un peu sur le long terme et pas seulement sur le court terme. Alors que ça veut dire réfléchissons sur le long terme, est-ce que ça veut dire aussi d'essayer de proposer des solutions? Parce qu'il faut bien avouer que l'une des sources du malaise, peut-être en tout cas de la part cette fois des Américains, c'est que Benjamin Netanyahou, de son côté,
reste très passif. On ne le voit pas véritablement actif, à part ses déclarations, on va dire, très régulières sur le fait qu'Israël va éradiquer le Hamas, qu'on va vers la victoire totale. On ne voit pas de geste de la part de Benjamin Netanyahou. Est-ce que le moment aujourd'hui, après 6 mois de guerre, après qu'une partie des forces israéliennes se soit retirée, quelles que soient les causes de ce retrait, hein, que ce soit sous des pressions américaines liées aux exigences du Hamas, ou alors que ce soit pour des raisons objectives de stratégie, finalement, est-ce que le moment n'est pas venu pour Netanyahou de proposer aux Américains, de dire voilà quelle est la solution que je propose pour l'après-guerre, pour ce qui va se passer dans la bande de Gaza, parce que voilà, dimanche, la division 98 a quitté Khan Younes, et là on parle déjà de retour des infrastructures terroristes du Hamas dans la ville de Khan Younes qui se montrent au grand jour. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que Netanyahou est capable de le faire. Et d'abord, il faut voir quelle proposition il propose. Par exemple, si on regarde l'opposition en Israël, elle propose des solutions qui sont pires que de ne pas avoir de solution et de laisser pourrir la situation. Vraiment à ce point-là. De l'autre côté, Netanyahou vraiment ne propose pas de solution. Et je ne sais pas s'il est capable de le faire. Au bout du compte, si au début de la guerre, si le 8, 9, 10, le 11 octobre, le 20 octobre, Israël serait venu avec un plan clair. Voilà ce qu'on veut après. Okay, ça nous aurait beaucoup plus aidé parce que on a une base de discussion avec les Américains, on a une base de discussion avec les Européens. À partir du moment où on dit absolument rien, ce qui se passe, c'est que chacun invente ses propres choses. Et on a vu hier un article, un édito écrit par le président français pour avoir un État palestinien. On a vu dans la nuit la ministre des Affaires étrangères de l'Australie qui parle que avoir un État palestinien, c'est l'intérêt des Israéliens pour la sécurité israélienne, ce qui est du grand n'importe quoi et qui montre absolument qu'ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe sur le terrain. Mais ça change rien. À partir du moment où on n'a rien proposé, le problème c'est que vraiment, il y a des blagues qui courent. Et quand je suis avec des amis et que je réfléchis à trouver une solution et que notre solution c'est de dire bon, on va laisser pourrir la situation, on trouve aucune solution, on voit que ce qui se passe, on dit on fait comme Bibi. Le problème de Netanyahou, c'est un problème qu'il a depuis longtemps, c'est que il ne gère pas. Ils ne trouvent pas des solutions aux choses quand elles sont petites. Toujours, c'est après qu'il y a une crise, on va essayer de trouver une solution. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu de dire, voilà, c'est notre programme, on laisse pourrir la situation, on pense que les choses vont se dérouler de même. Alors, de l'autre côté, excusez-moi, un petit instant, on a l'exemple de la guerre d'indépendance. Pendant la guerre d'indépendance, aussi Ben Gurion ne disait absolument pas qu'est-ce qu'il voulait après. Mais en attendant, Ben Gurion, il fait un État, en attendant que Ben Gurion crée une armée, en attendant que Ben Gurion, il fait énormément de choses. Donc d'un côté, ne pas faire de programme, c'est une chose, mais ne rien faire en attendant à laisser pourrir la situation, c'est autre chose. Alors là, on vous entend très clairement critiquer votre leader politique, Benjamin Netanyahou, et je vous pose la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce que finalement, le moment n'est pas venu de déclencher des élections? Parce que finalement, si Netanyahou ne veut pas quitter le pouvoir, il n'y a rien qui peut le forcer à quitter le pouvoir. Peut-être même pas les manifestations à Balfour ou à Calplan ou n'importe où ailleurs. Alors finalement, est-ce que le moment n'est pas venu peut-être de tout faire pour provoquer des élections et de se donner un leadership qui est capable de faire face aux pressions américaines ou de proposer des solutions pour régler ce problème? Alors d'abord, il faut bien comprendre, hein, les manifs à Balfour ou à Kaplan, elles ne font que renforcer Netanyahou. Ok, ça ne fait que laisser Netanyahou au pouvoir, ça fait que renforcer Netanyahou. Et en fait, ce que ça provoque que des gens comme moi vont continuer à soutenir Netanyahou malgré tout. Parce qu'on voit c'est quoi l'alternative, on voit c'est quoi les objectifs et c'est quoi les arguments des gens qui manifestent à Balfour, à Kaplan. Donc au contraire, ok, ces manifestations ne font que renforcer Netanyahou. D'un autre côté, on dit ok, donc faire des élections. Faire des élections maintenant, il faut voir quelles sont les alternatives. Si faire des élections pour à la place de Netanyahou, j'ai maintenant Gantz ou Lapid, qui sont pratiquement des ambassadeurs des États-Unis en Israël, ok, qui font exactement ce que leur disent les Américains et qui sont qui c'est dangereux pour Israël. Parce que les objectifs des Américains sont dangereux pour Israël. Et j'en veux pas aux Américains, c'est les intérêts des Américains, c'est leurs intérêts au niveau intérieur, c'est l'intérêt au niveau de leur politique étrangère par rapport à la Chine, par rapport à la Russie. Je comprends les Américains. Si j'étais un Américain, peut-être j'aurais fait la même pression sur Israël. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut leur expliquer autre chose. Dans tous les cas, si on a ici à la tête de l'État des gens comme Gantz ou Lapid qui font exactement ce que disent les Américains, c'est dangereux pour Israël. Donc dire oui, des nouvelles élections, mais pour des nouvelles élections, il faut à tout prix qu'on ait des alternatives. Des alternatives mais vous croyez, à l'intérieur du Likoud, des alternatives à l'extérieur du Likoud. Pour l'instant, on n'a pas ça. Donc le jour où j'aurai un vrai alternatif, le jour où je pourrais dire, ok, j'ai quelqu'un ou j'ai des gens qui vont remplacer Netanyahou et qui vont avoir une meilleure politique que lui, ok. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est pire que Netanyahou. Donc je peux critiquer jusqu'à demain Netanyahou, mais au bout du compte, la démocratie, c'est pas décider quoi le mieux, c'est décider quoi le moins pire.
Et pour l'instant, le moins pire par rapport aux acteurs qu'il y a sur le terrain, c'est Netanyahou. Mais ça veut dire qu'on est condamné à ce genre de leadership politique qui a prouvé ses erreurs, en particulier le 7 octobre. Il y a personne, si on déclenche un processus d'élection, vous ne pensez pas qu'il y a, parmi tous les gens que l'on a vus qui se sont dévoués, qui ont consolidé la société israélienne après le 7 octobre, qui se sont distingués dans leurs déclarations ou dans leurs actions, il n'y a personne qui peut se jaillir comme un leadership alternatif dans la réalité israélienne. Personne chez les réservistes, personne dans l'armée, personne dans le secteur civil? D'abord, on les voit pas. J'ai vu personne qui s'est dit j'y vais. La deuxième problème, c'est que personnellement, je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer, mais je m'en fiche absolument de si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Ce qui m'intéresse en tant que citoyen qui vote, c'est la politique de la personne. Je préfère d'abord quelqu'un qui a un mauvais fond et qui est pas un héros et qui a pas fait des bonnes choses, mais qui a une bonne politique et qui propose une politique qui est bien, que quelqu'un qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a fait énormément, qui a donné la moitié de ses organes, ou qui est un héros de la guerre et qui d'un côté propose une mauvaise politique. Donc le fait qu'il y ait des gens bien, il y a partout des gens bien, il y a des gens bien dans tous les camps, il y a des gens mauvais dans tous les camps. Et j'ai des amis qui sont très très à gauche, qui ne pensent absolument pas comme moi, et c'est des gens extraordinaires que j'aime de tout mon cœur. C'est pas le problème. On cherche une bonne politique. Deuxième problème, c'est qu'en Israël, et je reviens, on en parlait l'année dernière, et mes opinions n'ont absolument pas changé. On n'est pas une démocratie en Israël. À partir du moment où on n'est pas une démocratie, à partir du moment où le leadership élu n'a pas toutes les autorités, il a beaucoup de responsabilités, mais il n'a pas toute l'autorité. Donc même si demain je change le gouvernement, si je ne change pas les gens qui sont au stade paterne et à ce qu'on appelle le conseil judiciaire de l'État, qui ne sont pas des gens élus et qui ont des gens qui ont des opinions, qui sont très à gauche, et ça me dérange pas qu'ils soient très à gauche, mais qui font en sorte, si je ne change pas la Cour suprême qui a un problème et qui empêche en partie de mener la guerre et de faire les choses, si je ne change pas les gens l'apparatus militaire à l'armée, au bout d'un certain moment, à un niveau d'un certain grade, ça devient de la politique et c'est plus par rapport à tes possibilités et comment t'es bon. Mais c'est vraiment, c'est bizarre que dans l'état-major, tout le monde pense la même chose. Tout le monde a la même tête. Tout le monde est du même style sociologique. OK? Et tous les gens qui sont en bas, vous savez que, en Judée-Samarie, il y a 450%, et ils ont 4,5 plus de morts de gens qui ont été tués pendant la guerre que leur poids dans la population. Mais par contre, dès qu'on arrive à l'état-major, il y a personne. Il y a absolument personne. Donc l'idée de base, c'est oui. D'abord, je ne vois aucune alternative sur place, de gens qui viennent avec une bonne politique. 2, provoquer des élections aujourd'hui, on parle tout le temps de la journée d'unité, etc. Je pense pas que l'élection, c'est une bonne chose pour l'unité. Et 3, dans tous les cas, on est bloqué par un système qui n'est pas démocratique et qui empêche de faire monter ces bonnes personnes. Parce que, au bout du compte, si j'ai pas d'autorité en tant qu'homme politique élu, aussi, j'ai pas de responsabilité. Je peux dire ce que je veux, je peux dire les bêtises que je veux, je peux faire ce que je veux dans tous les cas. Ce qui compte, c'est pas moi qui ai le dernier mot. Alors, vous nous dressez. Il faut tout régler. Le problème en Israël, c'est pas un problème de Netanyahou. Le problème en Israël, c'est un problème global. C'est un problème de tout l'apparatus de l'État qu'on doit changer. Et on doit faire des réformes sur tous les plans. Et des réformes par rapport au monde Haredi, au monde ultra-orthodoxe pour qu'ils puissent rentrer à l'armée au moins en partie. Et des réformes par rapport à l'armée, que l'armée écoute le gouvernement et pas le contraire. Et des réformes par rapport au système de justice, qu'il arrête d'être un système tyrannique. Et des réformes par rapport, il faut tout changer. Donc, de faire tout le problème sur Netanyahou, j'ai énormément de critiques sur Netanyahou, vous m'avez entendu, mais de faire poser tout le problème sur Netanyahou, sur les épaules fragiles de Netanyahou, je pense pas que c'est la bonne solution. Alors, quelle est la solution? Est-ce que vous en avez une? D'abord, on finit la guerre. On fait des pressions dans la rue aujourd'hui sur le gouvernement, non pas pour faire des mauvais deals comme les pressions qui existent aujourd'hui dans la rue, mais au contraire, par exemple, demain soir, jeudi soir, il va y avoir une manifestation devant le gouvernement, devant le Premier ministre, pour continuer la guerre, pour faire mettre plus de pression militaire sur le Hamas, pour gagner la guerre. Donc faire ce genre de pression à l'intérieur, pour que le gouvernement puisse avoir un dos et puisse avoir pour gagner cette guerre-là. Et après qu'on ait gagné la guerre, on s'assoit ensemble, on va s'asseoir ensemble tout le monde, les gens de gauche, les gens de droite, les gens qui étaient contre la réforme, les gens qui étaient pour la réforme, et avec les Haredim, il faut que tous se soient ensemble et trouver des solutions qui iront tout le monde. Et par exemple, les relations entre l'État et la religion, au bout du compte, c'est ça le grand problème des gens de gauche. C'est pas la guerre et c'est pas les territoires. C'est quelle est la place de la religion dans l'État. Et le problème des ultra-orthodoxes, le problème il y a tellement de choses à régler, tellement de choses à discuter. Donc, au lieu maintenant de faire des manifs à Kaplan ou à Balfour, peut-être qu'il est temps que tout le monde s'assoie,
tout le monde réfléchir. Pour l'instant, faire des manifs sur le gouvernement pour qu'il puisse faire la guerre comme il faut. Et demain, on finit cette guerre en la gagnant, si Dieu veut, de savoir s'asseoir ensemble. Et là, peut-être, oui, on pourra parler des élections. Eh bien, Nissim Slama, le bilan est pas particulièrement réjouissant, les perspectives pas terribles aussi, mais on va essayer d'être tout de même malgré tout optimiste. Il faut être optimiste. On est passé par durant le mandat britannique, c'était pire. Oui. Dans les années 50, c'était pire. Dans les années 90, c'était pire qu'aujourd'hui. On a passé par des choses beaucoup plus difficiles. Donc, savoir faire face à la réalité et comprendre les difficultés, ça veut pas dire qu'ils sont insurmontables. Ça veut tout simplement dire qu'il faut travailler et pas se laisser reposer sur ses lauriers. Eh bien, merci beaucoup pour vos commentaires ce matin sur Radio Kalita autour de ce sentiment je le disais, donc de malaise qui règne un peu dans la société israélienne cette semaine. Merci beaucoup, Nissim, d'avoir été avec nous. À bientôt.